Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Avec elle, je partage la passion brute de la gastronomie sincère. Avec elle, je partage l'art de la communication culinaire. Il était donc évident que je la reçoive en solo pour parler de son actualité brûlante, la naissance du Studio Culina Fabula, un collectif de talents dont l'expertise dans la food ajoutera assurément une vraie valeur différenciante à votre marque. Bonjour et bienvenue Sophie Gobert. Bonjour Virginie. Alors, explique-nous justement la genèse de ce Studio Culina Fabula. Ou Fabula ? Fabula. Fabula, c'est ça. Fabula. Ouais. Dis-nous ce que c'est, ton bébé. Ouais, c'est mon bébé. Ton ambition, ce que tu veux pour toi et pour les autres. Alors, Studio Culina Fabula, c'est un collectif de talents dédié au sujet food et art de vivre. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis consultante en stratégie de communication. Je me suis lancée en freelance presque 4 ans maintenant, après 16 ans en agence. Et il s'avère que ma passion personnelle, c'est la gastronomie. Voilà. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas. Depuis toujours. Ça vient de l'éducation de mes parents qui m'ont toujours emmenée dans des restaurants étoilés. Pour tout te dire, je crois que la première expérience qui m'a frappée, qui m'a touchée au cœur, j'avais 13 ans, mes parents m'ont emmenée chez Marc Vera. J'ai trouvé ça dingue, du haut de mes 13 ans. Je crois que le souvenir le plus marquant que j'ai eu, c'est au moment du dessert, une crème brûlée à la lavande. C'était exceptionnel. Voilà. Je me doutais pas à 13 ans que plus tard, la gastronomie ferait partie de mon métier. Mais en tout cas, ça m'a guidée et accompagnée depuis toutes ces années avec ce goût de découvrir des chefs, découvrir des plats, une émotion qui te touche. Et puis dans mon métier de communicante, j'ai toujours beaucoup travaillé sur des sujets food. Voilà. Les marques food, je trouve ça vraiment passionnant. Et quand j'ai commencé ma vie de freelance, un sujet food, 2 sujets, 3 sujets food. Je fais, bon, allez, en fait, je pense que ce n'est pas un hasard. Qu'il y a une direction. Et il y a quelque chose que j'ai pris vraiment plaisir à créer dans cette activité de freelance, c'est de créer pour des marques des partenariats entre ces marques et les chefs. Trouver le bon chef qui aura la personnalité, qui va venir nourrir la promesse et la personnalité d'une marque. Donc c'est vraiment, faut trouver un match. Donc recommander le bon chef et après imaginer la stratégie de contenu qui va venir valoriser cette collaboration et ensuite la produire. Voilà. Et j'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je me suis dit, bon, il y a vraiment un truc, creuse, tu vois. Les premières années, je me positionnais comme consultante. Et puis, je voyais bien que j'interloquais les gens en disant, bah ouais, tu fais du consulting, mais tu fais aussi de la prod, tu recommandes des chefs. Bah, tu fais tout. Et je me suis dit, bon, alors ça fait 20 ans que je fais le storytelling de mes clients, et si tu le faisais pour toi ? Donc là, je me suis posée sur ma propre histoire, sur mes envies. Grosse remise en question, du coup. Bah, je me dis, bon, tu fais des choses, mais finalement, tu ne le racontes pas. Alors, tu montes tes case studies, mais tu racontes pas pourquoi, tu racontes pas la valeur ajoutée de tout ça. Donc, allez, réfléchis à ta plateforme de marque. Et donc, et à côté de tout ça, depuis le début de ma vie de freelance, je rencontre des talents incroyables.
en direction artistique, en graphisme, en illustration, en photo, en réalisation vidéo. C'est là qu'est née cette envie de créer un collectif. Donc, on n'est pas une agence. Parce que moi, je ne veux pas avoir des frais de structure, je ne veux pas gérer des salaires. Donc, on est tous indépendants. On facture tous de manière indépendante. Mais moi, je suis là au milieu de tout, en fonction des sujets, pour recommander la meilleure équipe en fonction du sujet, puisqu'évidemment, chacun a son univers, chacun a sa patte. Donc, en fonction d'une plateforme de marque que je recommande, je choisis la meilleure équipe pour aller l'incarner en identité visuelle, en photo, en vidéo, en conception-rédaction aussi. Et tout ça est une joyeuse bande, parce que la joie et la bienveillance, c'est au cœur de mes valeurs. Je pense qu'on travaille beaucoup mieux dans cet état d'esprit-là. On est plus efficace, évidemment. Ouais. Et donc, tous les talents que j'ai rencontrés sont à cette image-là. Et donc, voilà, un projet ensemble, c'est toujours quelque chose de joyeux. Et je dirais que ça apporte au final quelque chose de très abouti sur les sujets, quoi. Tout est vraiment bien finalisé. J'ai envie de dire, donc cette brigade, on travaille tous comme des MOF. On est des MOF de la communication. Ah, j'adore. Les MOF de la communication, avec la même exigence, tu veux dire. La même exigence et la même passion. On est tous passionnés. Et l'excellence, du coup. Ouais. Ça, c'est bien, ça. MOF de la communication. Tu l'as pas dit, ça, dans ta strate dans ton branding, tu vois, c'est hyper important. Oui, parce que Sophie, je l'avais déjà reçue. D'ailleurs, tu étais dans le premier épisode. Dans le tout premier, oui. Tout premier. Et on avait fait tout un jeu sur les mots en ing. C'est vrai. Branding, storytelling, consulting, voilà, c'était ça. Mais en même temps, voilà, ça fait aussi partie du jeu et de la profession. Alors, du coup, si on est dans le ing, tu vas m'expliquer ce qu'est le storybaking. Eh oui, tout à fait. Ça, j'adore. Ouais. Écoute, j'ai voulu penser à une expression qui allait vraiment cristalliser ma promesse. Si tu veux, moi, mon boulot, c'est de proposer un storytelling pointu. Je me bats contre les contenus standardisés. Je trouve que sur les réseaux sociaux, beaucoup de marques utilisent les mêmes codes, les mêmes typologies de visuels, la même patte en termes de photos. Sauf que quand on communique comme ça, on ne peut pas se différencier. Voilà. Donc, je travaille énormément sur le branding. Et alors, attention, j'y tiens, le branding, c'est pas simplement un logo. Le branding, c'est toute l'expérience de marque qui va être travaillée de manière cohérente, quel que soit le sujet, quel que soit le point de contact. Et moi, ma méthode pour travailler un bon branding, c'est d'aller chercher dans la vérité de la marque, de chacun, de l'entrepreneur, ce qui va lui permettre de se différencier de tous les autres. Donc, je me suis appliqué ça à moi-même. Évidemment. Voilà, évidemment. Donc, le mot storybaking, et non pas storytelling, même si je fais du storytelling tous les jours, c'est ma spécificité à moi. C'est ma vérité à moi. C'est que je concocte, avec la brigade, on concocte des contenus sur mesure d'une stratégie de marque à la réalisation de ces contenus. Et on le fait avec un soin infini, une exigence de MOF. Voilà. Ça prend combien de temps ? Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire, une marque vient te voir en disant « J'ai envie de travailler donc avec le studio, avec ta brigade. J'ai envie de goûter ton storybaking. » Ouais. Comment ça se passe ? L'évolution, les étapes ? Alors, ça dépend si on veut le full package ou pas. Écoute, je vais te parler d'un sujet qui sort aujourd'hui. La pause libanaise. Okay. C'est la création, la renaissance d'une marque de restauration libanaise. Donc, la pause libanaise, c'est un restaurant et un comptoir qui existent déjà aujourd'hui du côté de Saint-Lazare. Et l'entrepreneur, le fondateur, vient me voir en novembre dernier en me disant « Écoute Sophie, moi je veux dépasser le sujet du restaurant de quartier, je veux devenir une marque et me développer en franchise. » Ok. J'ai hérité de ce nom parce que j'ai racheté l'affaire, ça s'appelle La Pause Libanaise. Donc il hérite du nom et il hérite de l'identité visuelle. Alors moi, quand je prends un sujet, au départ, je regarde les choses avec de la naïveté, parce qu'il faut toujours s'interroger. Et donc là, on part
la première étape, c'est une étape d'interview. C'est de comprendre l'histoire du fondateur. L'audit, quoi. Ouais, l'audit, c'est plus qu'un audit, parce qu'un audit, voilà, ça, c'est regardé de manière objective. Là, il y a quand même un ADN un peu subjectif. Oui, et puis c'est essayer de vraiment il y a une relation humaine. Dans tous mes projets, il y a une relation humaine qui s'installe aussi. Et donc, mon cœur vient écouter l'histoire d'une marque, l'histoire d'un fondateur. Donc, on se pose avec Marcel, qui est l'entrepreneur, et il me raconte son histoire où il a grandi enfant sous le soleil généreux de la campagne libanaise. Ce soleil qui réchauffe les cœurs, qui gorge les fruits de soleil, qui donne le goût. Et alors là, je lui dis, alors Marcel, là, chouette, on a de la chance, parce que du coup, ça va très bien avec le nom que tu as récupéré, la pause libanaise. Ok. La pause libanaise, c'est une évasion culinaire sur les rives de la Méditerranée orientale, qui va nous donner le goût du Liban, les épices, etc. Et il me dit, oui, c'est ça. Et il me dit, je veux aussi plaire à une cible occidentale, jeune, moderne. Donc, je veux pas qu'on soit amené du côté trop traditionnel du Liban. Je veux de l'énergie, parce qu'au Liban, il y a de l'énergie, il y a de la modernité. Voilà. Mais il faut que on soit pas dans cette dimension trop traditionnelle. Voilà. Je veux vraiment quelque chose de moderne dans ma communication. Ok. Donc là, je lui ai dit, bon, alors, le nom, la pause libanaise, ça marche. Par contre, l'identité visuelle qui existe aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que c'était très triste, tout était en noir et blanc. Ça matchait pas du tout en termes de promesses. Donc là, on commence un travail classique de plateforme de marque, benchmark concurrence, inspiration tendance, cristallisation de la promesse, du storytelling, articulation des bénéfices, des preuves, ce qu'on appelle les reasons to believe, architecture du discours. Grosse première étape. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, on commence à travailler l'identité visuelle. Donc là, c'est avec une de mes directrices artistiques qui imagine le logo, qui choisit la palette de couleurs. Et là, qui me dit, Sophie, j'ai le sentiment, je suis convaincue qu'il faut aussi un territoire illustratif pour créer toute cette évasion culinaire, ce voyage des sens, etc. Donc du coup, on se dit, ok, donc là, j'intègre une autre personne de la brigade, Mathilde, qui, elle, est illustratrice. Donc imagine tout le territoire illustré de la pause libanaise. Ensuite, on imagine le shooting photo. Et là, on se dit, j'ai quelque chose de très solaire, de très joyeux. Donc on réfléchit avec la photographe au stylisme pour incarner ce soleil. Quel type de lumière pour évoquer ce soleil, le travail des ombres. Oui, on est sur quelque chose de très, très pointu. Très, très détaillé, très exhaustif, d'où l'analogie avec le MOF. Oui, ça me parle. En effet. Et en conception-rédaction, on est aussi allé travailler ce côté très solaire, bienvenue sous le soleil de notre cuisine. On voulait aussi un ton un peu fun, friendly, pour plaire à cette cible jeune. Donc on a développé des accroches type Hummus Chiche, Falafel in Love, voilà, tout ça qui vient au final créer... Falafel in Love, j'adore. Oh, ça, je suis fan. Et du coup, on a toutes ces tonalités dans la palette de couleurs, de jaune, de terracotta, mais aussi de bleu marin. Voilà, on est vraiment un branding qui travaille cette évasion culinaire, cette joie, cette gourmandise, cette générosité du partage. Et le site est sorti ce matin. Bravo. Donc, voilà. Et donc là, ça a pris 6 mois. Ouais, 6 mois. Avec des rendez-vous à quelle fréquence, grosso modo? Parce que vous faites beaucoup de brainstorming entre vous et avec lui. Alors, comment ça se passe concrètement? Au début, on se voit beaucoup, puisqu'il y a les interviews. Il y a le benchmark concurrence à présenter, essayer de partager si on ressent les mêmes choses sur des directions. Benchmark concurrence, veille de tendance aussi. Donc voilà, on échange beaucoup là-dessus. Après, on échange sur la formalisation de la promesse. Donc tout ça, voilà, ça se fait en 1 mois, 2 mois.
Et puis après, dans l'identité visuelle, il y a une étape de mood board avant de travailler vraiment le logo. Donc là aussi, on se revoit à peu près une fois tous les 15 jours. Puis après, faut laisser travailler Laura, en l'occurrence, sur la direction artistique. Donc là, elle a pris 1 mois de son côté. Faut que ça mature. On a échangé toutes les deux sur des directions, sur des palettes colorielles, sur des intentions graphiques. Est-ce que tel typo vient bien incarner ce côté joyeux ? Voilà, Laura, elle aime beaucoup aussi créer des typos custom, personnels. Donc pour le logo, c'est ce qu'elle a fait. Elle a notamment travaillé le A de la pose libanaise pour qu'il évoque le soleil. Donc il y a un rond dans le A. J'ai hâte de voir tout ça, là, une fois qu'on aura terminé. Voilà. Et puis, après, une fois qu'on a réfléchi à l'illustration, ça a encore été une autre étape de valider les types d'illustrations. Il y a eu beaucoup de retours avec lui ou est-ce qu'il a, grosso modo, acquiescé et donné son Le go ? logo, coup de cœur tout de suite. Sur le territoire illustratif, on a eu 2 allers-retours. On a changé de direction parce qu'il a aussi 3 associés, donc ils sont 4 à prendre des décisions. Certaines choses plaisaient aux uns et pas aux autres. Et quand on a un projet avec des associés, il faut que tout le monde soit convaincu. Bien sûr. Voilà. Donc, pour cette raison-là, on a retravaillé un peu les illustrations et on a abouti à quelque chose qui a convaincu tout le monde. Super. Et alors là, vous travaillez en collaboration avec combien de marques tu as eu depuis que tu... Alors, du coup, le studio a été créé quand ? Alors, écoute, je l'ai lancé, j'ai réfléchi à tout ce concept durant l'été 2022 et je l'ai lancé officiellement à l'automne. Et donc, la pose libanaise, c'est le premier sujet officiel du collectif. Voilà. Super, de A à Z. De A à Z. Depuis, on a eu la chance de travailler pour Andros Chef, qui est la marque B2B du groupe Andros. Et on est intervenu sur la conception et réalisation de Key Visual pour leur nouvelle gamme de mixeurs pour cocktails qui s'appelle Essential Fruit Mixer. Donc là, on a réfléchi à des concepts de visuels pour raconter cette gamme qui est entre le sirop et la purée de fruits, avec une dimension très naturelle, parce qu'il n'y a pas de conservateur. C'est vraiment la valorisation du fruit, le goût du fruit. Les compositions sont clean. Donc, il fallait raconter ça. Il fallait raconter que c'était dédié aux professionnels de la restauration. Il fallait mettre en avant la diversité de la gamme, parce qu'il y a quand même 12 parfums. Voilà, donc là, j'ai travaillé avec une directrice artistique super qui s'appelle Marion, qui a cette faculté de faire des sauts créatifs, d'imaginer des campagnes. Je sais aussi qui je positionne sur quel sujet. Par exemple, Laura, qui a travaillé sur l'identité de la pose libanaise, c'est une warrior en identité visuelle. Alors, elle te trouve tout de suite, c'est réfléchi, bien entendu, mais elle est hyper forte pour cristalliser et poser une identité visuelle. Marion, elle est hyper forte pour penser un mode campagne. C'est pas les mêmes logiques, tu vois. Bien sûr. Donc, on a travaillé ça. Là aussi, j'ai sélectionné après la photographe qui allait pouvoir shooter tous ces éléments. Et c'est sorti, là, il y a quelques jours. Donc, j'en suis aussi très contente. Il y a quelque chose de très résonnant et de vibrant dans ce que tu racontes. Parce que c'est à chaque fois, c'est une équipe que tu mets du coup dans l'élan permanent, dans l'élan créatif. Et ça match, quoi. Donc, tu as réussi. Tu dis, à chaque fois, il y a une personne qui est adaptée à ma projection. Ouais. Et ça, c'est ton talent. Donc, bravo, déjà. Merci. Non, mais il faut le prendre comme tel. J'aime bien dire que le talent, c'est aussi s'entourer des bons talents. Pour prendre un autre exemple, là, en ce moment, je travaille pour un créateur de meubles pour hôtels et restaurants. La marque s'appelle Joe Sayeg. Ce qu'il fait est absolument fabuleux. C'est un artiste passionné par le bois. Toutes ses collections sont... c'est du mobilier en bois. Il travaille des tables monumentales de 16 mètres, 18 mètres de long. Il fait de l'art de la table en bois, en céramique. Il fait des luminaires. C'est assez dingue et exceptionnel. Donc là, j'ai travaillé toute la stratégie éditoriale. Et si tu veux, il y a certaines choses où... Je sais que, comme moi, tu as fait des études de lettres. Nous avons un goût pour les mots.
Donc oui, je sais rédiger des textes pour Instagram. Mais à un moment donné, je me suis dit, sur ce sujet, avec cette fibre d'artiste-là, j'ai besoin de another level. Et donc, j'ai fait travailler Claire, qui est une conceptrice-rédactrice vraiment de talent, très cultivée, et qui a vraiment touché juste pour poser le ton éditorial, trouver les bons mots. Et ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est quand on a fait cette fameuse interview que je fais toujours. Claire était là pour interviewer Joe, et tout de suite, j'ai vu qu'ils avaient les mêmes références en termes de création, les mêmes artistes. Enfin, ils étaient vraiment connectés. Voilà. Et Claire a une culture que je n'ai pas. Et voilà. Et du coup, enfin moi, voilà, je suis contente aussi de me dire, enfin de savoir m'entourer de tous ces gens talentueux. Non, mais c'est bien quand tu dis, là je l'ai noté, hein, le talent c'est s'entourer de bons talents, c'est ça, c'est aussi d'identifier qui fait quoi et qui va donner le meilleur pour que tout soit quasi parfait. Exactement. C'est ce que tu veux aussi pour tes clients et ça c'est tout à ton honneur. Petite question subsidiaire, la brigade est-elle essentiellement féminine ? Non, alors il y a beaucoup de femmes. Oui. Parce que j'ai entendu beaucoup de prénoms féminins. Il y a beaucoup de femmes, mais j'ai aussi quelques garçons. Et les garçons sont du côté de la vidéo. Je travaille énormément avec une super boîte de production qui s'appelle Paris 24/7. Le fondateur, c'est Alexandre. On se connaissait d'avant. Hein, je le faisais bosser déjà quand j'étais en agence. Il a monté cette structure, il a une équipe à son image, très joyeuse, très empathique, très bienveillante. Donc forcément, ça match. On a fait beaucoup de sujets autour de chefs, des interviews, voilà, super. Donc eux, ils sont vraiment spécialisés sur la production de contenu audiovisuel. Et donc dans son équipe, c'est essentiellement lui et Christophe, son directeur de la photo. Et ils ont aussi Pierrick, qui intervient sur les tournages et sur le motion design. Et puis j'ai un autre garçon qui s'appelle Julien, qui lui est journaliste de formation. Ça apporte aussi des choses intéressantes. Tu vois, il travaille sur des émissions comme Top Chef, comme L'amour est dans le pré, des séries pour Netflix. Il a un sens de la narration qui est exceptionnel, bien meilleur que moi. Et moi, aujourd'hui, je sais maintenant, quand je dois travailler un séquencier pour un contenu vidéo, je n'ai plus envie de le faire tout seul. Parce que je sais que Julien va me trouver le concept qui va faire mouche dans la scéno, dans la scénarisation. Alors, il s'avère que Julien, à titre personnel, est passionné de photos et de vidéos. Et donc, sur certains sujets où les budgets sont vraiment petits, je sais que Julien, je peux le missionner en tant qu'à la fois intervieweur et vidéaste. Donc, ça limite un peu les coûts. Ça limite les coûts. Bon, lui, il a son métier de journaliste, de toute façon, qui pérenne, donc il n'est pas disponible tout le temps. Voilà. Mais sur certains sujets, voilà, avec une fibre très artistique, il va venir, du coup, pouvoir réaliser un contenu, du concept éditorial, de l'animation de l'interview du protagoniste, voilà, jusqu'à la captation et le montage, et toujours avec cet esprit narratif, voilà. Top. Alors, tu parles beaucoup donc de narration, d'interview, de storytelling. Moi, j'ai envie de te poser la question. Quelles sont les questions, 2, 3, qu'un entrepreneur dans la food devrait se poser pour justement avoir un storytelling percutant et impactant pour le conso qui peut lui faire confiance plus tard? Quelle est mon identité culinaire ? Si on ne sait pas ce qu'on propose, il n'y a aucune chance de se distinguer. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi qui va me guider à faire tel plat pour que ce soit différent de ce que proposent mes concurrents ? Très bien, ça résonne. Moi, en tant que chef, je la retournerai de cette manière. En quoi mes plats sont-ils un vecteur de ma personnalité, finalement ? Comment j'exprime ma personnalité à travers mes plats ? Tu valides ? Je valide. Et j'ajouterai quelque chose. Il faut vraiment aller chercher au fond de soi
ce qu'il y a d'unique dans sa personnalité. De toute façon, on dit aussi, moi j'aime beaucoup la communication, et on dit que la communication est quand même, pour qu'elle soit prégnante, faut qu'elle soit liée à une introspection. Donc tu dis d'aller chercher au plus profond de soi, c'est-à-dire il y a un côté quand même un peu psychanalytique là-dedans. Ouais. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est intéressant, ouais. Et c'est ça qui fait aussi peut-être peur à certains chefs qui n'ont pas envie de faire ce travail-là. Ouais. Donc tu es là pour impulser. Ouais. Il faut aller chercher, parce que il y aller chercher ce qu'il y a d'unique, pas simplement ce qui te plaît en tant que chef, ce qu'il y a d'unique en toi que les autres n'ont pas. Mmh. Et à partir de là, on travaille le branding. La deuxième question, c'est quelle personnalité, quel ton je veux transmettre. Est-ce que je veux être dans le luxe? Est-ce que je veux être accessible? Est-ce que je veux être joyeux? Ça conditionne aussi la gamme de prix. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Pour en revenir sur la pause libanaise, il a des prix extrêmement accessibles. Donc, de toute façon, ça, en termes de travail d'identité, ça allait exclure des choses léchées, épurées, sobres. C'est pas le propos. On est friendly, on est accessible, du coup, il faut une communication qui vient incarner ça. Et le troisième point aujourd'hui, parce que tu m'as demandé 2-3 questions. Tu es une bonne élève. C'est quelles sont les valeurs que je veux transmettre. Et là, j'arriverai à un point sur la dimension responsable de la cuisine. Aujourd'hui, quand on se lance, et j'ai envie de dire quelle que soit la marque, mais bon, aujourd'hui, on parle de sujets culinaires, quelle que soit la marque, la dimension responsable aujourd'hui est essentielle. Donc, c'est quoi le discours sur la responsabilité? Des produits de saison, comment il fait le sourcing, est-ce qu'il est local? Est-ce que le chef fait des efforts sur le gaspillage alimentaire? En termes d'énergie, comment il fait ses courses? Au niveau de l'éclairage, est-ce que des LED qui sont mis en place? Ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas, en fait. Donc ça, c'est le type de questions que tu leur poses. T'as des questions préétablies, j'imagine, une grille. Ouais. Alors déjà, de toute façon, la première interview, c'est des questions ouvertes. Moi, j'ai besoin de comprendre l'histoire. Raconte-moi ton histoire. C'est venu comment? Cette passion. Et les gens se confient volontiers. Ah oui. Et bien d'ailleurs, tu sais, tout à l'heure, c'est amusant ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, mais c'est quasiment psychanalytique. Bien sûr. À la fin, très souvent, à la fin des interviews, on me dit, j'ai l'impression d'être allée chez mon psy. Mais c'est drôle parce que ça résonne beaucoup aussi à ce que je fais comme exercice ici. Parce que finalement, je conduis aussi les interviews pour que les gens se confient et parlent avec le cœur. Et donc là, tu es venu après un enregistrement, et les 4 qui étaient là, au début, étaient un peu... en plus, il y avait trois hommes en retrait. Et finalement, ils se sont ouverts de plus en plus. Il y a eu de l'émotion qui est apparue. Et j'adore, parce que c'est vraiment, finalement, de cœur à cœur. Parce que la food, c'est ça. Ouais. On le sait toutes les deux, c'est le partage, c'est l'émotion, c'est l'essence. L'essence en 2 mots et en un seul mot aussi. Et finalement, tu prolonges ou tu commences déjà l'expérience de tout ça. Exactement. Et c'est génial. Ouais. Et tu sais, quand tu dis voilà, de cœur à cœur, maintenant j'ai certains clients à la fin de rendez-vous qui me font des hugs. Bien sûr. Et qui te disent merci, mais un vrai merci de cœur. Ouais. Ouais. Ouais, là, sur la pause libanaise, t'es mignon, Marcel. Enfin, il y avait sa sœur qui était là, qui disait c'est un destin qu'on t'ait rencontré, Sophie. Oui. Non, mais ça crée des liens. Tu parlais de connexion. Moi, je pense qu'après, il y a aussi quelque chose de très spirituel, quelque chose de très transcendantal, en fait, qui nous lie les uns aux autres dans ce monde culinaire-là. Et c'est beau. Parce que c'est authentique, parce que c'est vrai, parce que c'est sincère, et c'était dans mon introduction aussi, cette gourmandise, cette gastronomie, cet art fait que c'est spontané. Ouais. Qu'on n'est pas là pour tricher. Ou ceux qui trichent, pour moi, c'est pas la vérité, et à un moment ou un autre, on le sait. Donc le succès auquel tu collabores finalement pour toutes ces marques-là, ça tient à ça aussi. Donc bravo, on est bien là. Ouais. Je suis très heureuse de tout ça. Tu sais, j'ai le sentiment d'être au bon endroit. Et ça n'a pas de prix. Bien sûr. Quand on est indépendant,
on peut créer sa propre feuille de route. Et c'est génial. Alors, j'aurais pas pu le faire plus tôt parce que toutes les expériences passées apportent quelque chose. Et puis, on a besoin d'apprendre avant de se lancer. Donc, chacune de mes expériences m'a apporté beaucoup de choses. Et fort de toutes ces expériences, maintenant, tout se met en ordre au bon endroit avec ce que j'ai envie de faire. Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, aux gens qui se posent plein de questions sur un repositionnement ou sur une création? Pourquoi on doit aller chez Studio Culina Fabula? Parce qu'on va vraiment prendre soin de vous. Oh, c'est beau. Et qu'on va vous révéler. On va vous révéler aux yeux de tous en affirmant qui vous êtes vraiment. On va pas vous travestir. Oui, pour correspondre à une image falsifiée. Ouais. Et quels sont les projets fous là que tu aimerais mettre en place? Sans trop en dire, mais comment tu vois 2023, la deuxième partie de 2023? Idéalement, si tu avais ce fameux génie qui te demande de frotter la lampe. Écoute, moi, je rêve de faire une série autour de chefs à la manière de Chef's Table. C'est génial. Voilà, j'adore rentrer dans des univers, dans des passions. Voilà. Après, c'est quelque chose que j'ai envie de proposer aux chefs, de m'interroger sur ces sujets-là pour faire leur film de communication, mais à la manière d'un Chef's Table, avec cette dimension très émotionnelle, de documentaire. Ça a un coût de faire ça. Voilà. Et pour les chefs, c'est pas possible. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux trouver comme financement ou. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi. Oui, parce que là, tu pourrais dire, grosso modo, de manière complètement démocratisée, ça coûterait combien un portrait comme ça d'1 heure pour avoir une fourchette de prix? Je dis pas que je suis intéressée, mais quand même. Tu sais, le truc, c'est que c'est pas juste une interview d'1 heure. C'est que sûr, derrière, il y a la vidéo, le montage, la post-prod, le storytelling, le scénario, évidemment. Et puis, plusieurs jours de tournage, tu vois. Parce que avec des spots différents. Et puis, plus on veut quelque chose d'émotionnel, en fait, plus il faut prendre le temps de tourner pour avoir quelques images fortes. De capter, quoi. Qui vont venir saisir. Voilà. Ça demande du temps. Pour faire les choses bien, parce que c'est un budget de 8 000 € hors taxe. Après, je sais faire avec la brigade, évidemment, des choses beaucoup moins chères. On fait des choses très bien autour, déjà, sur un beau portrait, autour de 4 000 € hors taxe. Avec une belle interview, avec des beaux plans d'illustration, on arrive déjà à créer des choses chouettes. Disons que entre 4 000 et 8 000 € hors taxe, il y a une palette. Non, mais après, ça peut paraître délirant de dépenser cela, mais tu as prouvé aussi en l'espace de 34 minutes qu'il y a de l'expertise, que vous nous transmettez aussi votre expérience, et que, comme dans un restaurant où les produits sont très bons, la note est salée, et c'est normal. Non, mais je veux dire, voilà. Moi, quand je vais dans un restaurant, que je sais que je vais bien manger parce que les produits sont bien sourcés, ils sont bien travaillés, que le service est là. On en parlait tout à l'heure avec Nicolas Molina de Goemio, qui sont tous les critères des enquêteurs. On accepte de payer. C'est le deal, en fait. Donc moi, je suis pas là à m'offusquer. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question de manière complètement décomplexée, parce que c'est aussi ma personnalité. Les gens ont besoin de comprendre et de savoir, et à partir de là, quand on sait que ça les vaut, et je pense de loin que ça les vaut. Après, on peut ou on peut pas. Mais en tout cas, on n'est pas là à gratter en disant vous pouvez me faire un truc pour 1000 balles. Non. Si tu veux, il y a des très bons vidéastes qui sont à 1 500 € la journée de shoot. Et derrière, il n'y a pas de travail de conception. C'est-à-dire, c'est de la captation qui est montée. OK. Nous, là, et moi, tu vois, tu as compris que je défends un storytelling pointu. Donc déjà, il y a un assez gros travail en amont de compréhension, d'interview pour comprendre la quintessence de l'histoire. Et ensuite construire un séquencier qui va pouvoir permettre de cristalliser un certain nombre de messages clés.
qui doivent transparaître, transpirer. Après, le temps de captation. Il y a les idées aussi à chercher après sur le montage pour faire des raccords, pour faire du lien entre les différents plans shootés. C'est pas juste un montage d'une succession de plans, quoi, tu vois. Il y a un rapport entre ce qui est dit dans l'interview et ce qui est montré en image. Enfin, tout ça est réfléchi. Ça me demande du temps aussi. Normal. Voilà. Et du coup, pour conclure, parce qu'on va être obligé de terminer l'interview, qui sont les clients qui te ressemblent, que tu voudrais avoir? Ouh là là. Ah là, t'as vu, ça c'est une question qui m'est venue d'un coup là. Ah, tu m'as séché là. Tant mieux, je suis fière de moi. Alors, tu sais quoi? Je rêve de travailler pour une marque de champagne. Parce que, tu veux dire, qui te ressemble. Eh ben, moi, je trouve que les sujets pétillants me ressemblent. Non, mais c'est bien. Voilà. C'est bien. Comment tu démarches, d'ailleurs? Alors, je vais te dire quelque chose d'assez amusant. Avant de créer le collectif, je prospectais principalement sur LinkedIn, en message privé et en présentant mon travail de consultante. Ma prospection n'a pas marché. Voilà, c'est clair. On le dit, voilà. On le reconnaît. Depuis que j'ai créé le collectif, je fais des posts sur LinkedIn et les gens viennent me contacter en message privé. Et super. En fait, ça veut tout dire. C'est à partir du moment où tu as une histoire forte à raconter, bien sûr, ça décolle. Voilà. Et je voudrais te raconter, parce que je ne l'ai pas dit au début, et pourtant c'est important. D'où vient ce nom? Studio Culina Fabula. Bien sûr. Forcément, je te dis, je défends un storytelling pointu, je travaille le branding, c'est important pour moi de me différencier. Et tu as beaucoup d'agences dans ce domaine qui ont le nom food. Pour moi, c'était pas possible de prendre le nom food. Je voulais aussi rappeler mon ancrage littéraire, puisque avant de faire du marketing, j'ai fait des études de lettres. Eh bien, Culina Fabula, c'est une expression en latin qui veut dire histoire de cuisine. Et c'est mon métier. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je raconte des histoires autour de la cuisine. Génial. Et c'est venu comment? Oula, alors là, ça, comment les choses parfois viennent, tu sais pas. Mais j'aimais bien aussi, dans la consonance de fabula, cette notion... Alors, c'est fable en latin, c'est histoire. Mais ça a une consonance de c'est fabuleux. Et on va raconter des histoires fabuleuses. Voilà. Et puis aussi... voilà, après, quand j'ai travaillé l'identité visuelle avec Laura, t'as compris que c'est ma fortiche en identité visuelle. Tout de suite, quand je lui ai raconté le pitch, l'histoire, elle m'a proposé le principe de rayure dans le logo. Et c'est vrai que pour moi, les rayures, c'est un signifiant fort de la Riviera, qui est pour moi le paroxysme de l'art de vivre, quoi. Enfin, c'est la quintessence de l'art de vivre, la Riviera. Et donc, voilà, on a ce côté fabuleux, art de vivre, Riviera, on a le mot culina qui évoque la culinarité, voilà. Donc c'était le mot pour cette naissance, ou renaissance peut-être pour toi? Oh, on va dire, alors pour moi, non, naissance. Ça, en tout cas, ça cristallise tout ce que je veux faire et développer. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Sophie. Merci à toi, Virginie. Pour ce partage. Je pense que tous ceux qui t'ont écouté se disent on va la contacter sur LinkedIn parce qu'on a un projet pour elle, ou on connaît quelqu'un qui peut avoir un projet pour elle. Et c'est tout ce que je te souhaite de meilleur pour 2023. Et moi, je connais quelques marques de champagne. Je peux peut-être leur en parler. Florence, si tu m'écoutes, ça pourrait être pas mal de voir avec elle. Parce que moi, ce que j'aime, c'est connecter en permanence et fédérer. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on réussit, en tout cas pour nous, personnellement, parce que tout n'est pas que business, tout est aussi développement personnel. Ah, mais complètement. N'est-ce pas? Mais là-dessus, on est vraiment pareil, Virginie. Moi aussi, j'adore connecter les gens, mettre en relation. On fait partie d'un écosystème. Exactement. Voilà. Et je suis pour que ça circule dans l'écosystème. Tu vois. C'est aussi ça, la manière dont on travaille dans le collectif, tu vois.
Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de jalousie. Ah, t'as fait ça sans moi, nanana. Non, en fait, à un moment donné, ça circule. C'est sain. C'est sain. Et puis, tu vois, par exemple, là, j'ai un restaurateur qui avait un besoin sur une identité visuelle avec un budget assez petit. Du coup, moi, je pouvais pas rentrer dans le projet parce que sinon, il pouvait pas. Voilà. Du coup, je l'ai mis en contact direct avec Laura et voilà, et ça marchera très bien comme ça aussi. Après, lui, il avait juste besoin d'une identité visuelle. C'était pas un projet global comme par exemple ce que j'ai fait pour la pause libanaise. Voilà, donc tu t'es mis de côté. Je me suis mis de côté parce que voilà. Et puis voilà, ce chef-là, en l'occurrence, je l'adore et je sais qu'on fera d'autres choses ensemble. Voilà, à un moment donné. Je pense qu'il faut être dans une position d'ouverture. Oui, bien sûr, parce que c'est à ce moment-là où tout revient en boomerang. Et ben voilà. Et moi, j'en suis convaincue. Mais oui, j'en suis convaincue parce que je partage aussi la même vision. Donc, merci beaucoup. Merci Virginie. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles histoires et de nouvelles expériences radiophoniques. À bientôt. À bientôt. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!